Bonsoir. Si Stendhal ne m'avait pas pris de vitesse, j'aurais bien donné comme sous-titre à cette émission le rouge et le noir. Rouge et noir comme l'acier en fusion et le charbon qui hier encore faisait battre le cœur de la Wallonie. Rouge et noir comme la colère, voire le désespoir de la classe ouvrière, mais noir et rouge aussi comme le continent africain et le sang trop souvent versé de ses enfants. Ce soir, je vous emmène pour un voyage à l'envers de l'écran qui va nous mener de Charleroi à Kinshasa. Je vous demande d'accueillir Thierry Michel. Alors Thierry, votre actualité, j'allais dire comme toujours, est très chaude, puisque dans quelques jours, vous partez pour le Festival de Berlin, pour y présenter un nouveau film sur le Zaïre, le Congo-Zaïre, comme on dit aujourd'hui. Un film qui, j'allais aussi dire comme d'habitude, va susciter la polémique, parce que c'est un bilan sans concession de ce qui s'est passé là-bas, de ce qui s'y passe aujourd'hui. Mais avant de vous écouter nous parler de ces pays au chevet desquels vous allez un peu partout dans le monde, j'ai envie de vous montrer quelques secondes d'images et qu'on regarde ensemble un autre pays, le pays de Charleroi. C'est des images qui ont plus de 30 ans. Thierry, séquence émotion, comme on dit à la télévision. Hein. C'est toute la Wallonie qui est raccourcie ici grâce à vos images, puisque c'est dans le cadre du château de la Hulpe qu'on convoque ce pays noir que vous avez filmé, où vous avez grandi aussi d'ailleurs. Vous venez de Charleroi. Oui, c'est les racines. Tout homme et tout cinéaste, mais tout artiste porte en lui un paysage. Mon paysage d'enfance, c'est celui des terris, des mines. Mon grand-père a travaillé toute sa vie au fond de la mine, donc j'ai très vite connu cet univers. C'est les soleils embrumés par les poussières d'usines, c'est les maisons et les entreprises prises par la rouille généralisée. C'est vrai que c'est la neige grisée par aussi ces retombées minières, donc voilà. Mais c'est un univers chaleureux, c'est un univers dur aussi, c'est la dure loi des hommes, c'est la loi du travail, aussi de la fierté d'une époque, de la fierté de l'épopée industrielle, d'une histoire syndicale fabuleuse, une grande épopée syndicale. D'un siècle, voilà. Alors ces images sont parmi les premières, en fait, vous avez tourné, il y a plus ancien, il y a C'est un tournage fragile avec une petite caméra à ressort, avec des bobines en muet, des bobines de 3 minutes et financées, autofinancées. À l'époque, je sortais de l'école et j'étais chômeur et je quittais Charleroi, je quittais ce pays où j'avais découvert aussi l'espace, la lumière, et la photographie. Tout jeune, j'avais beaucoup voyagé sur mon vélo en recherche de paysages, de visages aussi, hein, de cette histoire. Et voilà, j'allais quitter pour une autre ville wallonne et belge, la ville de Liège, qui est une autre ville industrielle. Et c'est vrai que j'ai voulu faire quelques images. Vous parlez de ça en disant je vais quitter l'école. Vous avez un parcours scolaire assez étonnant. Vous êtes entré à 16 ans à l'IAD, c'est vrai ça? Oui, j'avais terminé mes humanités un peu jeune, puisque j'étais très impatient de faire des études de cinéma. Donc j'ai raccourci un peu mes études en passant
la fin de mes humanités au jury central. Et donc à 16 ans, j'étais à l'Institut des arts de diffusion et je découvrais À une époque tumultueuse, hein, vous êtes entré là en 69, si je ne me trompe. Oui, donc vraiment sur la lancée, dans ces années de braise, le fond de l'air est rouge, disait Chris Marker, donc c'était vraiment dans une époque d'utopie révolutionnaire. Et l'IAD, l'Institut des arts de diffusion, était à l'époque des écoles artistiques qui vivaient cette ivresse d'un changement total à la fois de la société et des individus. On allait changer la vie. Vous avez écrit un très beau texte, en fait, sur vos souvenirs d'IAD, où on voit que, mais on va y revenir, que finalement, ce qui vous a amené aussi à voyager dans le monde est peut-être né là aussi par des rencontres que vous y avez faites avec des cinéastes congolais, portugais, mais qui travaillaient en Amérique latine. Enfin, on va revenir un petit peu là-dessus. Et maghrébins. Et puis, il y a quelques profs de cette époque brillante de l'IAD qui vous ont marqué, à commencer par Paul Meyer, qui enseignait donc à l'IAD pendant cette période pré- ou post-révolutionnaire, je ne sais pas comment il faut la qualifier. Oui, on a eu Henri Storck, on a eu Paul Meyer, on a eu quelques autres, Chris Marker, Joris Stevens sont venus à l'IAD. Donc oui, on a eu à cette époque-là des gens qui ont vraiment été des gens qui nous ont ouvert les yeux sur le monde et emporté dans leur sillage pour tout d'un coup arriver à décoder le monde, en être des témoins privilégiés, et avec ce désir à la fois de le filmer et de le changer. Alors on ne pourra pas s'attarder sur chacun de vos travaux qui sont très nombreux. Hein. J'ai eu la chance, parce que je considère ça comme un plaisir, de revoir à peu près tout ce que vous avez tourné ces derniers jours pour préparer l'émission. Il y avait là-dedans aussi un portrait d'un autoportrait qui en fait était une sorte de making-of, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, d'une émission très surprenante de la RTB, où la RTB, pas encore F, avait décidé de permettre à 5 villages de tourner leur autoportrait. Et c'était Paul Meyer, justement, qui encadrait ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que quelques années plus tard, vous-même, vous entrez à la RTB en 77, je pense, mais ça ne va jamais vous empêcher de continuer à développer un regard extrêmement personnel, enfin, qui fait toute la différence entre le journalisme et le documentaire. C'est une frontière sur laquelle vous avez dû vous positionner. Et en 1982, à 30 ans tout juste, vous tournez votre premier long métrage. Enfin, quand on parle de précocité, vous perdez pas de temps. Et ce premier long métrage, qui s'appelle Hiver 60, c'est pas un petit long métrage avec un personnage dans sa chambre, c'est quelque chose d'ample, c'est une sorte d'épopée d'un mouvement social qui a extrêmement marqué la Belgique, donc à la jointure entre 60 et 61. Et dans les rôles principaux, on va retrouver Philippe Léotard, Christian Barbier, Paul Louca, Ronnie Cooter, mais aussi Françoise Bette, qui est formidable, Alain Soreille, surprise pour nous de le retrouver là, et même Jean Louvet, qui joue un petit rôle, mais qui était votre co-scénariste avec Jean-Louis Comolli, si je ne m'abuse, sur le film. Alors, de quoi parle Hiver 60 et pourquoi ce film-là comme premier long métrage ? Mais je suis dans cette veine de découverte de ma région, de son histoire, de son identité, donc, et de l'histoire des hommes, l'histoire industrielle. Indéniablement, ces grèves de 60 m'ont marqué aussi dans mon enfance. J'avais 8 ans et je me souviens de ces foules qui descendaient dans la rue avec une certaine violence, mais une détermination farouche. Et donc, pris dans les engagements sociaux de l'époque et dans la réflexion sur le monde et sur l'histoire, j'ai absolument voulu rendre un témoignage, essayer de comprendre ce moment historique qui était pour moi en plus l'aboutissement de l'épopée industrielle wallonne, mais peut-être le chant du cygne aussi, et qui est un mouvement à la charnière de deux choses, la tradition révolutionnaire ouvrière et les prémices de mai 68, donc du désir, du croisement entre changer la société, changer la vie. Et le personnage, évidemment, de Philippe Léotard, qui est un jeune ouvrier, qui vient avec tout son désir de changer les choses, à la fois existentiel et revendicatif, était pour moi une interrogation importante à avoir à ce moment-là. Voilà, et puis j'ai essayé de trouver ce film qui joue à la fois sur des archives pour redonner la vraie mémoire historique et la fiction qui est l'itinéraire existentiel de 5 personnages engagés dans ce mouvement social, mais qui chacun vit
une expérience personnelle, individuelle de solidarité collective, voilà, et de rencontre. Alors ce travail justement entre fiction et archives, il est bien illustré, je pense, dans l'extrait que j'ai choisi, puisque je le situe rapidement pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc il y a eu une volonté de grève générale. Les syndicats semblaient tous d'accord, emmenés par André Renard. Et Renard a été battu dans des élections internes. Et donc la grève générale a été reportée, mais en Wallonie, à Charleroi, à Liège, ça démarre de manière spontanée. Même en Flandre, même en Anvers, oui, absolument. Ça démarre de manière spontanée, mais pas forcément encadrée. Et effectivement, on est là dans un moment de rupture aussi dans l'histoire syndicale, puisqu'il faut... Il faut se dire que c'est un mouvement incroyable. C'est 5 semaines de grève générale insurrectionnelle avec sabotage. On fait sauter les pylônes, l'armée occupe la rue pour instaurer un état d'urgence. Enfin, c'est un grand moment de l'histoire, presque inimaginable aujourd'hui, et dont il y a aujourd'hui une amnésie. Donc, ce cinéma aussi est aussi pour faire revivre, redonner nos racines historiques. Les jeunes aujourd'hui connaissent mai 68, ne connaissent pas hiver 60, qui a ébranlé complètement la Belgique à tous les niveaux, y compris d'ailleurs les réformes après politiques qu'il y a pu avoir dans les années qui ont suivi. Mais on va justement retrouver ce couple père-fils, Christian Barbier et Philippe Léotard, au moment où peut-être une certaine rupture s'installe entre eux, ou en tout cas on voit qu'ils ont deux manières d'aborder ce conflit social. Et regardez bien aussi, on voit la télévision dans vos films et on voit des choses qui sont évidemment des archives d'époque. Compatriotes, dans quelques heures, dans le monde entier, des millions d'hommes, ici et ailleurs, vont s'adresser les uns aux autres des souhaits de bonheur et de paix. Laissez-moi, au nom du gouvernement, vous adresser un message de confiance et d'espoir à vous, à vos foyers et à vos enfants. Il n'a pas dit qu'il venait plus tard? Mais avec ton père, tu sais. 1960 nous a pas épargné l'épreuve. Et en Belgique, une partie mal éclairée de la population a été mise en émoi et d'aucuns veulent, dans la rue, tiens, le voilà, emporter des décisions politiques. Je suis convaincu, mes chers compatriotes, une minute, je viens. Le pays désire reprendre le travail dans le calme, dans la paix et dans la tranquillité. Puisse 1961 être pour vous tous une bonne et heureuse année. C'est pas le moment de rigoler. Ils ont saisi le journal, la Wallonie. D'après ce qu'on sait, ils ont arrêté une vingtaine de camarades. Et ils perquisitionnent chez tous les responsables. Alors tu comprends, moi j'ai pas envie de réveillonner en prison. Mais mon Dieu, on va pas se laisser faire comme ça. Il faut organiser une riposte, on n'a jamais vu ça. Fallait penser avant. On a commencé dans la pagaille, maintenant il faut passer à la caisse. Eux, ils vont pas se dégonfler. Ils savent très bien qu'on a commencé n'importe comment. Alors, crois-moi, ils vont pas nous rater. Enfin, il n'y a jamais eu de mouvement de masse de cette importance en Belgique et tu nous vois déjà battus. C'est une guerre, fiston. Et une guerre, ça se prépare. On n'obtient jamais tout ce qu'on demande. Ça se prépare, une grève. Ça se démarre. Ça se perd parfois. Ah, vous en verrez d'autres. Je sais bien qu'on dit qui n'avance pas recule. Mais on ne peut pas dire que la classe ouvrière wallonne recule. On n'a jamais été aussi bien. Le magasin regorge de marchandises. Et vos grands-parents revenaient sur Terre. Ils en feraient des yeux en voyant tous nos avantages sociaux. Oh, moi aussi, quand j'avais votre âge, j'étais impatient. Je voulais foncer. Oh, je sais, parfois, on croit qu'on a raison. Et on a raison. Je me souviens, quand j'avais ton âge, je ne travaillais pas encore au chemin de fer. Et à l'usine, moi non plus, je ne croyais pas à l'unité des travailleurs. L'unité, tous unis. La main dans la main, comme un seul homme. Non, j'y croyais pas. Je voulais foncer tout de suite. Et mon père,
ton grand-père, tu l'as pas connu. Il m'a dit... Émile, vous avez une dure tête, vous vous casserez les dents. Pour suivre vos dirigeants. À quoi ça sert d'avoir des organisations? Faites pas attention, je vais faire un tour. Émile, vous avez une dure tête. Votre père vous disait ça aussi, Thierry. Thiès Dibaud. Thiès Dibaud. En Wallon de Charleroi, oui. Exactement. Tout est juste, hein, le vouvoiement entre le fils et le père. Enfin, c'est un film qui regorge de détails comme ça sur effectivement la manière. D'un moment, la mère ramasse les miettes de pain sur la table et les met dans la cage du canari, parce qu'on ne paie rien. Enfin, vous parliez de... Oui, c'est à la fois une grande grève et on joue sur l'intimisme d'une culture quotidienne, populaire. Parce que vous parliez d'amnésie, ce film a disparu. Je veux dire, c'est un film qui n'est jamais remontré, alors qu'on n'a pas tellement, finalement, de fiction qui nous raconte l'histoire de la Belgique et de la Wallonie en particulier. Ça s'explique? Vous avez déjà... Je ne sais pas, à l'époque, il a eu une sortie quand même très honorable. Absolument. Et je sais que quand il a été présenté à l'écran témoin, il a eu le record d'audience de l'année. Donc c'est qu'il y avait un intérêt réel pour essayer de comprendre cette histoire. Maintenant, c'est vrai que 60 aujourd'hui, ça fait 45 ans. Le temps passe et l'amnésie s'installe. Et je pense que ça, c'est le rôle des cinéastes aussi. Hein, de lutter contre l'amnésie et des intellectuels aussi, de recibler, de redonner une identité aux gens, de les recentrer sur leur histoire, leur environnement. Voilà, Je vais vous dire, c'est le rôle d'une émission comme celle-ci aussi, de remontrer des choses. Donc on est bien d'accord là-dessus. Je disais peut-être que dans le cinéma belge, il y a aussi... est-ce que c'est un cinéma qui s'interroge beaucoup sur sa propre histoire? On va prendre le cinéma américain. C'est vrai que très vite, que ce soit Nixon, JFK, la guerre du Vietnam, enfin tous les événements qui font la société américaine aboutissent aussi dans cette mémoire cinématographique. Et moi, chez nous, c'est un cinéma qui n'a pas cette présence. Pourquoi? Dans ce cadre-ci, on rêve d'un jour d'un grand film sur Léopold II. Exactement, Léopold II, Stanley, voilà les grands absents du cinéma belge. Ah oui, c'est presque surréaliste que ce film n'existe pas. Alors, on vous sent très à l'aise dans la fiction. Quand on voit pour ne prendre que cet extrait-ci, je veux dire, la manière dont vous faites la mise en place, la construction de la première scène avec cette profondeur de champ, le jeu sur la mer à l'arrière, Léotard à l'avant, Gaston Eskens dans sa télévision qui débite son discours avec des phrases quand même terrifiantes, la partie mal éclairée de la population belge. Comment vous sentiez-vous dans la fiction, justement? Vous étiez, semble-t-il, très à l'aise? Je ne dirais pas que j'étais très à l'aise. Je pense qu'il y a des fictions, les fictions comme Hiver 60, qui est une fiction lourde avec beaucoup de comédiens, beaucoup de figurants, c'était lourd. Par rapport aussi au budget. Pour un premier film en plus. Premier film et contraintes budgétaires qu'on a eues et difficultés politiques qu'on a eues. C'est un film qui a été quand même un des rares films où il y a eu une censure brutale, peu connue en Belgique, où malgré un avis favorable d'une commission qui sélectionne et qui attribue les coproductions de la communauté française, il y a eu 2 ministres se sont opposés formellement à cette décision. C'est un film qui a duré longtemps avant de se faire. Entre le scénario et le public, il y a eu 7 ans. Donc ça a été quelque chose d'assez douloureux. Beaucoup d'inquiétudes politiques autour de ça. On allait raviver des souvenirs qu'il ne fallait pas et des conflits sociaux dont il ne fallait peut-être pas parler. Donc voilà. Mais après, j'ai une autre expérience de fiction dont on va peut-être parler après, mais plus légère, qui me convenait sans doute mieux, d'une équipe extrêmement légère, avec un seul comédien à travers un pays. Ah, vous êtes parti, on le dit comme ça, vous êtes parti en Afrique du Nord avec Philippe Voltaire. Oui, sur un canevas très simple, et il y avait un comédien et d'autres personnes qui jouaient le rôle, mais qui étaient des gens tout à fait non comédiens, des gens de la rue, des gens repérés comme ça, avec un casting très naturel, à l'intuition, au feeling que j'ai fait, et qui est tout un itinéraire poétique, existentiel. Et qui ouvre quand même d'une autre manière sur une sorte de cinéma, non pas de cinéma direct, parce que votre cinéma est très construit et très réfléchi, mais cinéma du réel. Moi, je dirais quelque part fiction, documentaire, peu importe. Je suis au croisement des deux. Je pense vraiment
Parce que si je fais un film de fiction comme Hiver 60, il est inspiré d'événements réels, il est rythmé par des archives, donc il joue sur ce registre-là. Le scénario a été établi à partir d'une enquête très, très poussée. Chaque personnage est le reflet de personnages que j'ai rencontrés à l'époque, ou la synthèse de personnages que j'ai rencontrés, en essayant de comprendre les enjeux de cette grève et comment elle avait été vécue par ceux qui en avaient été les acteurs principaux. Donc quelque part, on est dans la représentation, on est dans le cinéma de la représentation. Après cette expérience issue de ce cours, on est dans un pays réel, parce que c'est vraiment la rencontre d'un pays réel et d'un acteur. Voilà. Et puis alors tout l'autre cinéma qui parfois fictionnalise, recherche dans le réel la part de fiction qu'il y a. On en parlera sans doute tout à l'heure de Mobutu, mais là on arrive vraiment à une fiction totale. Ouais, donc je veux dire, la fiction elle est là, et elle est en interprétation. Toute réalité n'est jamais qu'une fiction, il faut en extraire la quintessence, c'est le rôle du cinéaste qui est un dramaturge, que ce soit avec des acteurs qui jouent leur propre rôle parce qu'on est dans le documentaire, ou avec des acteurs qui sont payés pour le faire parce qu'on est dans la fiction, on est quand même à un moment donné, pour moi, dans le même cinéma, enfin dans mon même cinéma. Oui. Alors si j'en crois une interview que vous aviez donnée à l'époque, c'est encore un désir de fiction qui va vous amener vers l'Amérique latine. C'est le livre de Conrad de Trey qui a effectivement marqué, je peux dire notre génération, hein, Thierry, oui. On n'est pas loin. Vous partez en Amérique latine avec derrière la tête l'idée de comprendre ce continent, peut-être d'adapter Conrad de Trey, et puis en fait vous revenez avec 2 documentaires, exact, dont un va faire l'effet d'une bombe, c'est Ghost de Rio. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un choc, c'est une rencontre avec... Oui, tout à fait. Oui. Donc je pars sur base de l'imaginaire d'un auteur, mais qui a vécu lui-même de manière totalement autobiographique ce roman, puisqu'il a été au Brésil comme séminariste. Il a découvert le Brésil, sa folie, sa puissance, mais un engagement politique profond qui le mène vers la clandestinité, vers l'action révolutionnaire. Il découvre la sexualité, même l'homosexualité, et Conrad de Trey raconte cela dans ce livre magnifique. Donc je pars sur ces traces, et je vais essayer d'aller rencontrer les gens dont il parle, en me disant, tiens, derrière ces personnages fictionnels, il y a sûrement des personnages réels, que je vais rencontrer, en effet. Ces camarades de clandestinité, d'arrestation, qui ont été torturés comme lui, enfin, toute cette histoire, je rencontre les personnages qui m'introduisent aujourd'hui, à ce moment-là, dans le Brésil que je rencontre, et je suis pris par ce pays. Et donc, je vais commencer un film sur le monde des favelas, des bidonvilles, un documentaire avec quelques personnages. Il y a un prêtre, une prostituée et un président d'association lié au trafic de drogue. Et je vais découvrir ceux qui sont les exclus de cette favela, qui sont les enfants de la rue. Ouais. Et je vais faire un autre film non scénarisé, je vais dire, et non produit, parce qu'il n'y avait aucun projet. Je vais le faire spontanément. Je vais m'attacher à 2 gosses de rue, après en avoir vu de nombreux dans plusieurs quartiers de Rio, et suivre leur destinée. Voilà, et ça va devenir Ghost de Rio, qui est un film qui va avoir de nombreux prix et faire le tour du monde. De nombreux prix et de nombreuses polémiques, mais on va se replonger dans quelques images, parce que je crois qu'on peut difficilement mesurer effectivement l'impact qu'a eu ce film sans en voir quelques images. Alors, juste pour situer l'extrait qu'on va voir, effectivement, vous êtes attaché à 2 enfants, oui. Comme beaucoup d'enfants de la rue. Louis dont le surnom est le rat. Le rat. Ou mange du rat, suivant. Et le chinois. Oui, qui est bien brésilien, mais qui effectivement voilà, ce surnom. On a donné et il se retrouve avec 2 autres gosses autour d'une pratique assez terrifiante qui est l'inhalation de colle, qui est a un effet stupéfiant, mais qui a un effet aussi complètement ravageur. On regarde l'extrait, c'est des images très fortes. Cola. Eu quero cola. Vacilou, sujou meu saco. Peguei aqui, dá pra comer meu cu da minha boca. O cheiro é pra ver muitas coisas que dá pra ver da cola também.
Mas só a pessoa que está cheirando que pode ver. São de negócio. Imagem, são de imagem. Uma imagem muito provocante. Ia fazer com você, garotando de cabelo duro. Eu sou de cabelo duro. Não. Vou levar ela. Pode embora? Vai embora agora, não. Vou ficar doido logo de uma vez, logo. Porra, você não quer ver quem vai ficar mais doido? Eu vou ficar doido logo. Vocês querem cortar minha bola? Ai, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Ó, pai, ó, Xana. Ó, Eu não vou cheirar agora. tu fica cheirando no colo, tu fica falando demais. Tu cheira a sua cola, tu fica falando demais, ó. Nada, rapaz, você tá doidão, rapaz. Lata de cola, Lata de cola, rapaz, lata de cola, deixa ela aqui. Mas fala alguma coisa, em vez de você só ficar cheirando cola. Ah. Alors Thierry, évidemment, ce qui est troublant dans ces images, c'est que vous filmez la mort au travail. Enfin, je dirais, ces enfants sont en train... C'est une sorte de suicide, inconscient peut-être, encore que dans la suite, eux-mêmes parlent du tort que leur fait la colle. Évidemment, ça pose toujours la question du point de vue, de l'œil documentaire. Vous êtes là, non intervenant. Je filme la vie aussi. Hein. J'ai vraiment essayé, à travers Gosses de Rio, de ne pas tomber dans le misérabilisme et de montrer cette pulsion de vie, ce goût de la rue, cette solidarité collective qui les regroupe dans cette misère, mais qui est aussi une forme de liberté. Donc, le point de vue, c'est d'être avec eux, c'est de partager leur vie, comme je l'ai fait dans d'autres films, en prison, enfin dans beaucoup de lieux, dans les hôpitaux africains. C'est de partager la vie des gens et d'être le meilleur témoin de leur vie. Et ils deviennent à ce moment-là non plus des sujets, mais de véritables acteurs du film. Eux-mêmes me disaient ce que je devais filmer. Ils devenaient des scénaristes. Ils disaient attention, n'oublie pas tel aspect. Voilà. Pour eux, c'était essentiel à ce moment-là de montrer cet aspect-là. Après, alors évidemment, dans des séquences comme ça, on entre dans une intimité très proche, quasi fictionnelle. En même temps, après, on a des discussions. C'est clair que là-dessus, j'ai eu énormément de discussions avec eux. Je leur ai même enlevé cette colle, ce qui ne servait à rien, parce qu'alors, ils allaient voler pour en racheter et ils se mettaient en danger. Donc, Mais j'ai un peu recompulsé la presse de l'époque, c'est parti dans tous les sens. Hein. C'est un film qui a soulevé un énorme débat. Ah oui, c'était vraiment quant à sa diffusion. D'ailleurs, il n'a pas été programmé pendant un certain temps. Oui, c'est un film que la RTBF avait coproduit, mais ne diffusait pas. Exact. Oui. Et il y a d'ailleurs dans les archives un article, alors pas un petit article, un article d'une page de Luc Honoré, exigeant pratiquement de la RTBF qu'elle diffuse le film, et qui se termine d'ailleurs par un petit PS où il apprend au moment de mettre sous presse que ça y est, les choses se décoincent. Oui, parce qu'en même temps, il n'était pas diffusé, mais il était primé dans de nombreux festivals. Donc, il était diffusé par d'autres télévisions. Donc là, s'est posé la question centrale, et c'était très bien. Je pense qu'il y a quelques films qui ont posé cette question de l'écriture documentaire et du point de vue du réalisateur, jusqu'où peut aller cette écriture, et de bien différencier les genres entre ce qui est le reportage et ce qui est le documentaire. Et je pense que ça a clarifié les choses, et ça a créé des cases, d'ailleurs, à partir de là, très clair pour le spectateur. Je pense, en fait, avec un peu de recul, que la réalité de ce qui s'est passé, c'est que le film était très violent. C'était une réalité qu'on prenait en pleine figure.
qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, en fait, parce Oui, qu'elle est très interpellante. On était mis aussi, et c'est la question vraiment du documentaire, dans l'intimité d'une communauté, où ces gosses avaient une puissance émotionnelle extrême, et en même temps, je ne donnais pas d'informations, je n'apportais pas les réponses. Je pense que le documentaire, il est là pour poser les questions et mettre le spectateur en état de fiction quasi. C'est vrai que tenir compte que le spectateur n'est pas là pour apprendre, mais pour vivre et s'interroger sur le monde et lui-même se situer par rapport au personnage filmé. En prélude au film, il y a d'ailleurs une citation de Ignacio Ramonet, qui est devenu par la suite vraiment des théoriciens de l'intermondialisme, et qui dit « Le documentaire ne peut reproduire le réel, il aspire plutôt à raconter la réalité ». Je pense qu'en fait, toute votre démarche est effectivement dans ces deux petites phrases. Oui. Raconter la réalité plutôt que montrer le réel. Oui, c'est aller non pas sur l'apparence, mais ce qui se cache sous l'apparence des choses. Sous l'écume des événements. C'est extraire la quintessence du réel, la condenser, la cristalliser, lui donner sa force. Je pense que c'est ça la noblesse, c'est la fierté du documentaire, c'est quand on arrive à ce que tout d'un coup le réel ait une puissance de vérité extraordinaire, tout en étant dans un processus, comme tout processus cinématographique, de représentation. Voilà. Ce qui veut dire que vous allez vous autoriser aussi à remettre en scène certaines scènes. Remettre en situation. Remettre en situation. Il y a une scène de vol à la tire, par exemple, on imagine bien que... Oui. Qui est réelle, mais qui est une situation. C'est-à-dire, je suis complice des gosses qui vont refaire un vol au moment donné où ils le font, et puis, évidemment, dans un public, là où ils le font, les gens ne le savent pas. Et j'ai pris des garde-fous pour éviter qu'ils ne soient lynchés par la foule. Ouais. Voilà. Donc, j'ai là des gens qui peuvent les protéger aussi, à un moment donné. Alors, pour terminer avec Gosses de Rio, mais... C'est la part de fiction, mais ça traverse le cinéma depuis l'origine du documentaire. Je veux dire, Flaherty a commencé là-dessus, et puis Henry Storck. Enfin, on peut prendre les grands noms du documentaire qui ont essayé de trouver cette limite entre fiction et documentaire. À l'époque de la controverse autour de Gosses de Rio, qui, il faut le savoir aussi, se termine quand même aussi par un plan sur un de vos deux héros, qui meurt à la fin du film. Enfin, vous apprenez qu'il est mort, et il y a un plan sur le cadavre de cet enfant. C'est un plan terrible, et que j'ai fait aussi. Là, la question se pose toujours de l'éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gosses sont venus nous chercher à l'hôtel en disant Louis est mort, on l'a tué. Ils ne voulaient pas prévenir la police ni personne, ni les éducateurs de rue, parce qu'ils voulaient qu'on soit témoin de cette image, qu'on montre cette réalité. C'était devenu tellement dans le film que ça devait faire partie du film. Donc, on a été faire ces images de manière d'ailleurs très sobre. C'était même un peu difficile, parce que toujours, on est toujours dans le documentaire. Dans mes documentaires, il y a toujours cette lutte permanente entre la vie et la mort, l'instinct de vie, l'instinct de mort. Et donc, la vie reprenait déjà sur la mort. Quand je suis arrivé dans ce terrain vague, les gosses avaient mis des petites bougies, ce qui était très émouvant, évidemment, un genre d'hommage aux morts, de reconnaissance à la brésilienne, mais en même temps jouaient déjà avec une pelote de linge au football à côté entre eux. Ils étaient déjà en train de s'amuser, ils avaient déjà, je ne vais pas dire banalisé, mais la vie avait déjà repris sa force. Donc voilà. À ce moment-là, dans votre carrière, il y a un fameux déplacement, puisqu'on va passer à l'Afrique. Oui, je veux dire, je suis passé de la Wallonie, de son histoire, de cette quête d'identité, d'essayer de saisir qui on est, où on est, à tout d'un coup, et d'avoir brassé, on va dire, les utopies révolutionnaires et sociales de chez nous, à tout d'un coup une certaine désillusion. Un monde industriel agonisant, une crise profonde, qui est aussi une crise morale qui s'instaure, et donc la fin des utopies. Et la fin des utopies m'emmène à ce moment-là vers un voyage, à la recherche d'autres utopies de par le monde. Donc ça m'a mené au Maroc, au Brésil, en Afrique. Quelquefois, j'entends des gens autour de moi qui disent « Oui, mais Thierry Michel a une longue histoire au Congo. » En fait, vous n'avez pas une enfance africaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, vous arrivez en Afrique et vous allez, pendant 10 ans, y tourner une demi-douzaine de films. Oui. Je dis une demi-douzaine prudemment, parce que j'ai peur de me tromper. Un peu plus. Oui, voilà. Et pas toujours sans mal, d'ailleurs. 8 films en Afrique, oui. 8 films, voilà. Il y en a un auquel je pense particulièrement, Les Derniers Colons, où... d'abord, le film démarre sur une fusillade à laquelle, visiblement, vous ne vous attendez pas forcément. Vous êtes en Afrique
pour la RTB ou... Parce que le film démarre en disant je suis dans ma chambre d'hôtel, j'entends des coups de feu. Oui, je suis en préparation du film Le cycle du serpent, quand des émeutes et des pillages généralisés vont commencer. Et alors, on vous reconnaît tout de suite bien là. Vous prenez une caméra à 8, je ne sais pas ce que c'est, une petite caméra vidéo, et vous descendez dans la rue, alors que ça tire dans tous les sens. Oui, je suis d'ailleurs à côté d'un soldat français qui va mourir. C'est une balle qu'il a reçue dans la gorge. Une balle française, apparemment. Oui, un tir croisé. Il y a eu un échange, et finalement, je pense que les Français se sont tirés l'un sur l'autre par accident. Et puis, on parlait des difficultés. Ce film, vous n'allez pas réussir à le terminer parce que vous allez être expulsé. Je suis arrêté, incarcéré, interrogé longuement, accusé d'activités suspectes et d'intelligence pour le compte d'une puissance étrangère, donc en clair d'espionnage. Mon matériel est saisi et je suis expulsé pour de nombreuses années du pays. Oui, je suis indésirable à ce moment-là. Alors, je vous ai prévenu que l'exercice était un peu cruel. On va devoir survoler ces films, dont Le cycle du serpent, Somalie, l'humanitaire s'en va en guerre, qui est un film tout à fait surprenant aussi, Donka, radioscopie d'un hôpital africain. Vous êtes rattrapé, je dirais, par le thème du pouvoir avec le décès de Mobutu, que vous n'avez jamais rencontré. Vous n'avez jamais voulu le rencontrer, je crois. Je l'ai vu, je l'ai filmé même. Oui, filmé, je ne lui ai jamais serré la main. Voilà. Je ne lui ai jamais parlé en face à face. Je l'ai côtoyé très très longuement pendant des mois, voire des années, on va dire, à travers justement le film que j'ai fait, par les lectures évidemment, mais par la découverte des archives, puisque là j'ai visionné 950 heures d'archives, j'ai visionné, y compris les archives, 950 heures de par le monde. C'était aux États-Unis, ça allait des archives gouvernementales ou de l'UNESCO ou américaines, toutes les télévisions européennes, au Congo, ces archives présidentielles. Partout, j'ai cherché ce qu'on pouvait en cinéma, en télévision, et surtout parfois les images un peu oubliées, parce que je voulais trouver la vérité du personnage, donc parfois des choses non gardées par les télévisions, un lapsus, une hésitation, un regard, c'est ça qui est passionnant, trouver la vérité du personnage par les images tournées sur lui. C'est des images souvent qu'on a l'impression d'avoir vues, et en fait on n'a pas vu justement ce qui était le plus révélateur, ce qu'aujourd'hui Euronews appelle les no comments, ces images de rush qui sont diffusées. On va voir un extrait de votre travail. Alors, il faut dire qu'aux 950 heures que vous avez dépouillé, après, j'ai rencontré... il y a encore une cinquantaine d'heures que vous avez tourné vous-même. Oui, où j'ai rencontré sans avoir rencontré Mobutu, parce que j'ai commencé le film de son vivant et je l'ai continué de son exil, donc j'aurais pu, mais non, je voulais l'éclairer par tous les cercles de pouvoir ou les cercles simplement de proches, d'amis ou de familiaux qui gravitaient autour de lui, qui soient éclairés par les autres, pour montrer les coulisses du pouvoir. Mais j'avais affaire à un personnage d'une telle envergure, un grand personnage shakespearien. Donc il fallait établir, comme j'ai dit tout à l'heure, établir la dramaturgie. Voilà. La fiction, elle était là, mais il fallait que le cinéaste la structure. Mais on va revivre ça à travers un extrait. Alors là, c'est moi qui ai sué des gouttes pour choisir, parce qu'on a envie de remontrer l'ensemble du film, tellement il y a de moments forts. J'ai choisi un extrait qui permet justement de voir le type de travail que vous avez fait. C'est-à-dire, vous avez été rechercher des archives, un moment clé qui amorce le déclin, qui est le moment où Mobutu, qui ne peut pas faire autrement, va rétablir le multipartisme. On va voir ça dans un discours tout à fait étonnant, c'est les larmes du léopard, là. Et puis, on va voir aussi la manière dont vous allez faire commenter ces images par un expert de la CIA, si je me souviens bien. Et puis, on voit Tshisekedi aussi. Et c'est un jeu de montage extrêmement subtil. On va en reparler après avoir vu l'extrait, je crois que ce sera plus simple. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef
devons conduire. Comprenez mon émotion. My impression was he was forced into the step of the democratization. He didn't really believe in it, but he felt it was necessary if he was to avoid a civil war, another civil war. And also, I suppose there were pressures coming from from Europe, from possibly in the United States. Sous la pression des événements, le guide éclairé est contraint d'accepter un grand débat de société. Une conférence nationale est chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengwo, les 2850 participants, venus de toutes les régions du pays, dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme, fils de ce pays, peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Oui, on est dans la comédie politique et dans la tragédie historique, avec un acteur extraordinaire. C'est ça la force de Mobutu. Du rire aux larmes, hein, c'est le cas de dire. Il joue son personnage en permanence, il a ce sens de la représentation, et il est le metteur en scène en même temps de son peuple. Tout ça, c'est une vaste mise en scène. De toute façon, je dirais, dans le documentaire, on filme le théâtre du monde. Hein, je pense que c'est Sacha Guitry qui disait « Tous les hommes sont des comédiens, sauf quelques acteurs ». Voilà. Mais dans le film, je pense, ou bien dans un des bonus, parce que le film existe en DVD, donc je vais le montrer, parce que si vous voulez voir l'intégralité de Mobutu, et même sa version télé, qui est plus longue, hein, il y a trois émissions d'1 heure de télé, il y a des moments tout à fait amusants. C'est ça qui est curieux. Je crois que c'est Les Inrecuptibles qui soulignaient le fait qu'on ne pouvait pas faire autrement que rire aussi en voyant ce film qui est quelque part un constat horrible. C'est l'aventure de la fusée spatiale zaïroise. Et puis il y a des moments qui sont très explosifs aussi, dans la mesure où on montre des réceptions privées dans le sud de la France, où sont reçues des personnalités politiques occidentales, très en vue, et qui visiblement n'avaient pas beaucoup de soucis. Un critique de cinéma a dit on passe en permanence de Molière à Shakespeare. Donc de la comédie à la tragédie. Oui, mais c'est bien ce qu'on ressent en tout cas. Alors, ça c'est un film qui marque une étape dans votre carrière, je dirais, au niveau de sa diffusion, puisque c'est le premier de vos documentaires qui sort en salle. Ce qui est une chose qui... Oui, d'autres étaient sortis avant, mais de manière moins importante, parce que Mobutu est sorti dans de nombreux pays et a fait un tour d'Afrique extraordinaire, oui. En Afrique, vous m'avez même dit qu'il n'y avait pas que ce DVD-là qui avait circulé, qu'il y avait bien d'autres DVD plus ou moins pirates. Totalement pirate, oui. Il y a une collection. Vous en faites la collection.
Oui, je voulais parler aussi et vous faire remarquer une chose, parce que c'est un film clé, mais l'histoire, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, de Mobutu, démarre sur une trahison, ça vous le savez, qui est la trahison de Lumumba, qui survient en fait dans l'hiver 60. Donc je le dis, c'est amusant de voir que ces deux films qui rythment un petit peu votre travail, Hiver 60 et l'histoire de Mobutu, trouvent leurs origines dans le même laps de temps, au même moment, qui a dû visiblement être une charnière, aussi bien que c'est une charnière totale pour notre société, parce que c'est à la fois cette grève dont on a parlé tout à l'heure, c'est la décolonisation du Congo. Je pense que c'est vraiment le tournant historique du XXe siècle en Belgique. Alors, on parlait de DVD, le film suivant, parce qu'alors à partir de là, ça devient une très bonne habitude, sort aussi en DVD, c'est Iran sous le voile des apparences. Pourquoi l'Iran, Thierry ? À plusieurs raisons. C'est vrai qu'après un cycle d'une décennie avec cette film réalisé en Afrique, j'avais besoin d'aller dans un ailleurs. Et puis un nouveau millénaire aussi. Hein, on sort de... Ouais. Et je me suis posé la question à ce moment-là, qu'est-ce qui m'interpellait? Où est-ce que j'avais envie d'aller poser ma caméra à la rencontre du monde? C'était avant le 11 septembre, je précise bien. Ce qui m'a donné peut-être ce privilège terrible d'être à Téhéran le 11 septembre, où les deux tours se sont effondrées. Mais donc ma question était à ce moment-là, je pense qu'il y a un conflit de civilisation, je pense qu'il y a un questionnement très fort qui nous est posé par l'islam, et qu'il y a aujourd'hui l'émergence d'un islam politique qui peut changer la face du monde. Donc je suis parti là, dans le berceau même, là où l'islam politique a pris naissance avec la révolution khomeïniste, c'est-à-dire en Iran. Pour essayer d'en comprendre les enjeux à travers une chronique des Iraniens, des deux côtés de la barrière, à la fois les ultras, les intégristes, que j'ai approchés de manière très intime, mais aussi cette dissidence aujourd'hui, qu'elle soit simplement dans le cadre d'un islam démocratique ou bien de l'espoir d'une société plus laïque. Encore une fois, vous n'avez pas fait un documentaire au sens pédagogique ou informatif du mot. Vous avez donné la parole aux gens qui vivent là. Alors, ce tournage, parce que c'est jamais une sinécure, hein, votre tournage ne s'est pas passé sans mal. C'est allé au cœur d'une dictature religieuse, donc c'était un enjeu extrêmement difficile. Alors, comme on est à l'envers de l'écran, on peut raconter peut-être une petite anecdote qui est le fait que, pour une fois, le fait de partager votre nom de famille avec un autre personnage belge vous a bien aidé. Un petit peu, c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a demandé si j'étais apparenté à Louis Michel et j'ai laissé le doute planer. À un moment, on voulait vous arrêter. Bon, donc, tant mieux si ça a servi, effectivement, la diplomatie belge. Et puis bon, on va tout doucement aller vers la fin de cette émission en revenant à votre actualité que j'annonçais en tout début. C'est un nouveau film. Alors là, vous avez été rattrapé, je dirais, par le Congo et même par le fleuve Congo, avec un film qui, pour la première fois, vous allez tourner avec des moyens techniques en haute définition digitale. Vous pouvez nous dire quelque chose de ça? Je crois qu'on a démarré l'émission avec un film tourné à caméra 8 mm. Cette évolution technique vous marque aussi. Vous êtes toujours curieux de ce que vous pouvez obtenir du matériel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, il fallait trouver une technologie adaptée. C'est un tournage quand même assez difficile. Tourner dans un pays tout le long d'un fleuve, qui est un des plus grands fleuves du monde. C'est ça le principe. De 4400 km, on allait remonter de l'embouchure à la source. Dans un pays où il n'y a plus de moyens de communication, autre on va dire que le fleuve. Mais ce fleuve est aujourd'hui, non seulement il y a les rapides qui empêchent la navigation sur de nombreuses parties de son tronçon, le fleuve est difficilement navigable aussi, et dans un pays en guerre, totalement balkanisé par des seigneurs, des chefs de guerre qui gèrent différentes régions. Donc, tournage difficile, dans des conditions logistiques extrêmement difficiles, et en même temps, on voulait deux choses. Avoir une image sublime, qui est la beauté d'une image 35 mm du plus grand écran possible. Donc là, c'était ou le 35 ou la haute définition. Une certaine souplesse de tournage, ce que nous permet la haute définition par rapport à la pellicule, d'autant plus qu'on était dans des conditions d'humidité, donc de conservation de la pellicule, d'humidité et de chaleur extrême. On devait voyager avec notre carburant, nos groupes électrogènes, dans des conditions d'expédition. Donc voilà, et la haute définition s'est imposée comme
un standard possible, mais en même temps, on voulait, avec un matériel quand même assez lourd et techniquement bien de pointe, partager la vie des Congolais, c'est-à-dire prendre des transports en commun. Ça allait de la pirogue à la barge. La barge, c'est une plateforme, comme une plateforme de péniche sur laquelle on va vivre pendant des semaines en faisant un petit campement provisoire. Les balinières, enfin tous les moyens, le vélo, la moto, le vélo, tous les moyens de transport possibles et imaginables. Alors comme le film est encore vierge, qui n'a pas été montré si ce n'est par extrait au Festival de Namur, ben, j'ai décidé de jouer le jeu et de ne pas trop le dévoiler. Donc ce que nous allons regarder ensemble maintenant, c'est vraiment les premières images du film, générique y compris d'ailleurs, ce qui permettra de saluer votre productrice de toujours, j'allais dire Christine Pirot, les films de la Passerelle, qui vous accompagne depuis Issue de Secours, je pense en tant que productrice. Et vous allez voir que le film démarre de manière très inattendue par un extrait d'un vieux film hollywoodien complètement oublié, celui-là, un film d'Henry King, 1939, Stanley et Livingstone. On regarde ça. Just come over the Atlantic cable. The London Globe's expedition to Africa to find Dr. Livingstone has just returned to Zanzibar from the African... Now get ready. You're going to Africa. What? The dark continent. Mystery, heat, fever, cannibals. A vast jungle in which you could lose half of America. A land which even the greatest conquerors never dared penetrate. Alexander, Caesar, the pharaohs of Egypt, none of them unchanged, untouched since the dawn of history. And somewhere in there, a grand old man, a man of God, who's given his life to spreading light in its darkness. There's your story. A real story. Le fleuve Congo, le deuxième fleuve du monde, long de plus de 4000 km, large par endroits de 30 km, révélé au monde par Stanley après un grand voyage d'exploration en 1874. Plus d'un siècle après Stanley, que devient le fleuve Congo? Quelle histoire nous raconte-t-il encore aujourd'hui? Peut-il nous entraîner jusqu'à sa source, dans un voyage au plus profond de la mémoire et du destin de l'Afrique? Alors, monake mazayai imbuyai yake secret ya nzambe de kunekeli d'abord anike lunda kimi adotive secret mingi ya nzambe kwaka na mazayai yake. Thierry, alors je sais que c'est surprenant de prendre comme ça le tout début du film, mais pour un critique de cinéma, c'est une vraie merveille, c'est une mine de diamants parce qu'il y a tellement de signes qui résument un petit peu tout votre travail, y compris dans les paroles de ce vieux film de Spencer Tracy où on dit « a real story », une histoire réelle. C'est en fait un petit peu la synthèse de votre travail. Et puis, encore une fois, on aura admiré la manière dont vous arrivez à faire passer de
d'une archive fictionnelle à une archive documentaire, à vos propres images, le lyrisme, au sens premier du terme, de cette chanson magnifique qui nous emporte tout au long du générique. Et puis là, on est parti. On est parti dans la prise de parole des Congolais eux-mêmes qui vont parler de ce fleuve qui recèle tous les mystères de Dieu. On vous sent quand même un peu comme les personnages de Conrad dans le fameux livre Au cœur des ténèbres, dont vous êtes inspiré pour le sous-titre Au-delà des ténèbres, vous-même aspiré quand même par une sorte de mystique de ce continent et de ce fleuve océan, non? Sûrement, c'est clair, il y a une partie initiatique dans ce voyage. Je veux dire, dans tout voyage et dans tous mes films, c'est évidemment ce désir de rencontre des autres et le désir de sa propre découverte. Et des interrogations fondamentales sur la vie. Je pense qu'on n'y échappe pas. Et un fleuve est le lieu même. Alors c'est un lieu de naissance, je veux dire. Ce fleuve qui se régénère, qui va au-delà de l'histoire qui est intemporelle, qui est universelle, qui va au-delà de l'histoire des hommes et des régimes. C'est évidemment la différence avec Mobutu, roi du Zaïre. Le fleuve lui restera, les hommes passent. Il se régénère en permanence, la vie regagne toujours. Il est aussi un lieu de lumière, un miroir, un lieu de communication privilégié. Les grandes civilisations se sont bâties à partir des fleuves, partout dans le monde, de la Mésopotamie et bien d'autres. Donc voilà, je pense que ce fleuve est aussi le lieu qui peut régénérer ce pays. D'ailleurs, dans le film, c'est dit, le fleuve va laver le sang des victimes, puisque ce pays a vécu la tragédie de l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire les guerres, les famines, les massacres, mais le fleuve est là pour redonner vie. Et on voit bien au Congo tout ce qu'a représenté pendant la guerre, la fermeture du fleuve, et sa réouverture a été tout d'un coup un bonheur extrême pour les populations qui ont revécu l'espoir et l'espérance. Mais c'est vrai qu'au-delà, il y a le thème de l'eau, et ce thème de l'eau, si vous voyez dans mes films alors, et entre autres dans le film évidemment tourné au Maroc, issu de Secours, avec Philippe Voltaire, où là évidemment le thème de l'eau et du sang est extrêmement présent, où il y a aussi une dimension sûrement spirituelle, si on peut dire. Oui, c'est tout un équilibre à trouver entre ce qui est le profane et le sacré dans le cinéma, et dans le cinéma documentaire, peut-être encore tout autant que dans le cinéma de fiction. Oui. En tout cas, il est trop tôt pour en parler. Il faut voir comment le film va être reçu par son public, par sa critique. Mais je pense vraiment qu'il va marquer une nouvelle étape aussi, parce qu'effectivement, il nous entraîne non seulement au-delà des ténèbres, mais au-delà des images. Alors voilà, Thierry, on ne peut que souhaiter bon vent à ce film. Et à nous, on se souhaite d'être emportés encore longtemps par le fleuve de vos images. Merci d'être venu à l'envers de l'écran. Merci de votre invitation. On vous applaudit.